Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. C'est Espace Expression. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre au compte de cette émission Espace Expression. C'est tous les matins, du lundi donc au vendredi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ce matin, nous parlons éducation ou formation, si vous voulez. Promotion Excellence Guinée. La mise en place des classes préparatoires aux grandes écoles est un processus initié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le cadre des réformes engagées pour qualifier l'enseignement supérieur. Cette activité concerne plus particulièrement la formation d'ingénieurs de haut niveau répondant aux standards internationaux et capables d'apporter des changements positifs essentiels dans l'administration publique, les entreprises, mais aussi dans la recherche scientifique et l'innovation. Elle a été inscrite dans le cadre du programme décennal de l'éducation PRODEG 2020-2029. La Guinée souhaite construire ses propres CPGE pour donner la chance à plus de jeunes et parallèlement engager un processus de renforcement des formations des ingénieurs en République de Guinée. C'est dans ce cadre que le MERS bénéficie de l'appui technique de deux experts guinéens. Il s'agit de M. Diallo Tcherno, professeur agrégé de physique, également M. Doukouré Tidiane, consultant international en ingénierie de projet. Ils seront avec nous dans ce studio et comme je vous le promettais hier déjà, vous aurez la possibilité d'intervenir sur cette décision du chef de l'État de proroger pour 3 mois l'état d'urgence sanitaire. Et selon les informations, il s'agit, c'est le regain de nouveaux cas positifs de Covid qui expliquerait cette décision. Vous en pensez quoi? Que savez-vous de la campagne de vaccination? Vous aurez la parole dans la deuxième partie de cette émission pour vous prononcer, vos réactions à vous, chers auditeurs. Merci de nous préférer. Bien d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci. Bonjour, Daouda. Bonjour Mafa, bonjour à tous. Bonjour Caps. Bonjour Mafoudia, bonjour à tous. Bonjour Jacques. Bonjour Maf, bonjour à tous. Bonjour Diba. Bonjour Maf et bonjour à tous. Bonjour Alphonse Mara. Maf, bonjour, mais je suis en colère. Pourquoi? Au ministère de la Sécurité, ça fait plus de 2 semaines, ou plus que 2 semaines, que les gens attendent que les passeports de 10 ans viennent. Il y a beaucoup qui sont en train de perdre des opportunités de voyage et même des visas. Parce que le département peine à imposer à son partenaire là-bas de nous apporter des passeports de 10 ans. Il faut que le ministère mette les bouchées doubles. Déjà que c'est la galère d'aller trouver un passeport. Imaginez-vous que vous fassiez toute cette galère qu'on vous dise que ce n'est pas disponible. Il faut que les mesures soient prises. Les gens souffrent et les gens sont en train d'attendre. D'accord. Peut-être on va revenir sur ce sujet pour connaître un peu les raisons qui justifient ce manque ou ce retard. Alors, Djiba, pour commencer, il y a ces images qui ont choqué hier, les images de Fonike Mengue en fauteuil roulant et puis dans l'ambulance. Beaucoup n'ont pas compris hier ce qui se passait. Après, c'est toujours les mêmes peines. Mais alors, comment comprendre qu'à date, que les choses se dessinent ainsi pour cet activiste? Oui, quand même, ce sont des images qui ne laissent personne indifférent parce que déjà, j'aurais appris que depuis que ces images sont retrouvées sur la toile, le directeur de la maison centrale et les régisseurs ont reçu plusieurs coups d'appel pour leur dire mais comment une telle image a pu se retrouver sur la toile, parce que ça, quand même, ça n'oublie pas le pays. Ce n'est pas bien. Fonike Mengue, selon mes sources, il est très malade. Il est très malade parce qu'il paraîtrait il y a encore quelques semaines, il se plaignait de douleurs thoraciques. Donc finalement, il a fait une demande au médecin soignant de la maison centrale. Celui-ci lui a dit, bon, il faut partir à Yazdine pour des examens. Donc il devait faire 3 types d'examens. Des examens pour l'électrocardiogramme pour le cœur, des examens au niveau des poumons, mais aussi au niveau des lombaires. Donc il est arrivé, effectivement, il a trouvé un cardiologue sur place à Yazdine. Il a fait l'électrocardiogramme. Les premiers résultats, quand les résultats sont sortis, le médecin était très inquiet. Donc il a envoyé sur WhatsApp l'électrocardiogramme, l'image, à ses supérieurs. Ils ont redemandé de refaire encore l'électrocardiogramme. Peut-être il s'est trompé. Ils ont encore refait l'électrocardiogramme. Effectivement, ce sont les mêmes résultats qui sont sortis, jusqu'à 4 fois, selon ma source. Finalement, le médecin a dit à Fonike Mengue et
les gardiens qui étaient avec lui, la garde pénitentiaire, qu'il fallait le garder. Sa situation, elle est critique. Et ils ont dit, OK, il faut aller faire d'abord des examens biologiques. Ils se sont déplacés pour aller voir le directeur de Ignasdine, M. Awada. Le médecin lui a dit, non, toi, tu ne peux pas faire à pied, sinon tu vas tomber. Ton cœur ne peut plus supporter. Il a fallu maintenant qu'on le mette dans un fauteuil roulant. Et c'est à ce niveau que l'image a été prise. Parce qu'on voulait traverser, aller dans l'ancien bâtiment où se trouve la direction. Donc, arrivé sur place, ils ont trouvé M. Awada et toujours selon ma source, ils ont échangé avec lui. Donc, l'idée, c'était de lui trouver un lit. Okay. Parce qu'on a demandé, lui, il ne peut pas aller ce soir à la maison centrale. Parce que s'il tombe, son cœur va lâcher. Et son cœur est dans un mauvais état. Ça a été le pronostic des médecins. Ils ont échangé avec M. Awada. La garde de la prison, il y avait 2 personnes avec qui ils ont dit, bon, nous, ça fait 1 mois, on n'est pas encore rentré chez nous. À chaque fois, on est à l'hôpital pour veiller sur les malades. Il faut qu'on rentre chez nous, on est fatigué. On ne peut pas rester à Ignasdine. Donc, dans les échanges, finalement, ils ont appelé la maison centrale, les régisseurs, pour voir dans quelle possibilité on peut l'aliter là-bas. Pour qu'il passe la nuit avec les soins intensifs. Ils n'ont pas trouvé de solution. Ensuite, ils ont demandé alors des examens biologiques pour comprendre un peu pourquoi le cœur fonctionne ainsi. Est-ce que c'est un manque de magnésium, de calcium ou bien c'est d'autres facteurs qui justifient cela? Après, ils ont demandé des examens biologiques, ça devait coûter 650 000. Ils ont demandé à M. Awada, parce que lorsque vous tombez malade quand même à la maison centrale, normalement c'est la maison... Vous êtes en charge de l'État. Vous êtes en charge de l'État. Imagine Mafoudia, hier, ils n'ont pas pu trouver les 650 000 pour faire l'examen biologique. Parce que selon l'info, souvent les prisonniers eux-mêmes, ils prenaient sur eux pour financer leur santé parce que c'est ta vie. Et Manguer rencontre des difficultés financières. Voilà, il dit non, je ne peux plus parce que de par le passé, c'est moi-même qui finançais. Il ne travaille pas. Voilà, il dit je ne travaille pas, je suis en prison et je suis le prisonnier du pouvoir en place. Selon en tout cas les personnes qui étaient sur place, qui ont remonté l'information. Donc ils ont demandé, selon toujours ma source, qu'ils auraient demandé à M. Awada alors de trouver une solution. Le médecin, ceux qui enlèvent vers vous, lui, ils sont heureux de dire, bon, le directeur dit qu'il n'a pas les 650 000 à portée de main. Ils ont appelé le régisseur, ça a été encore à ce niveau, ils ont dit, bon, on va se débattre ici pour trouver l'argent. Là-bas aussi, ils n'ont pas pu. Donc, il fallait le prendre pour l'envoyer vers Sans-Fil. Sans-Fil, c'est là-bas, en fait, se trouve le laboratoire biologique pour l'examen. Avant d'arriver sur place, ils ont trouvé que le laboratoire était fermé. Parce que c'était maintenant aux environs de 18h. Il était tard. Il était tard, donc finalement, ils étaient obligés de le ramener à la maison centrale, malgré la mise en garde des médecins, des cardiologues, pour dire, ce monsieur-là, il est très très malade, sa place n'est pas en prison ce soir, il faut l'aliter parce qu'il est dans une situation critique. Son cœur, selon les examens qui circulent, parce qu'il paraîtrait même certains ont pu avoir ces images-là, pour ceux qui connaissent un peu comment le cœur fonctionne, il paraîtrait qu'il est quand même dans de sales états. Moi, je pense que le chef de l'État en personne, parce qu'avant d'arriver là-bas, il faut que le ministre de la Justice soit saisi. Il faut que le ministre de la Justice s'implique, ne serait-ce que pour quelques jours, pour qu'on puisse quand même trouver une solution à sa situation et qu'il soit sauvé. Parce que le cœur, c'est un organe noble. Lorsque le cœur ne fonctionne pas, c'est tout le corps qui va en pâtir. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un droit pour ces prisonniers d'être traités. C'est l'État qui est garant de leur santé, de tout. De tout. Et Daouda, savoir aujourd'hui que l'État guinéen, c'est vrai qu'on nous dit chaque fois qu'il y a des dénonciations, c'est des communiqués du ministère de la Justice pour dire non, c'est pas vrai, c'est au contraire ce qui s'est passé. Comment comprendre qu'il y ait ces va-et-vient pour 600 000 francs guinéens pour le traitement quand même d'un détenu? Oui, et ça sidère quand on apprend de telles choses ou quand on voit, comme on le dit avec la tautologie, et quand on voit de nos propres yeux ce qu'on a vu hier sur le détenu Fonike Mengue. Vous savez, la maison centrale, pour en tout cas certains pays un peu avancés, la prison n'est pas un mouroir. La prison, c'est pour la rééducation. C'est une maison de deuxième chance. C'est une maison de deuxième chance. On dit souvent d'ailleurs pour les juristes que la prison, c'est l'exception. Ce n'est pas la règle. On se retrouve en prison parce qu'on a usé de tous les moyens et préalables qui n'ont pas permis de trouver solution. On se retrouve en prison. Mais lorsque nous traversons nos prisons,
vous faites un tour. Ce n'est pas que vous arrêtez juste dans la cour de la maison centrale pour comprendre comment les gens vivent à l'intérieur. Ce ne sont pas des prisons qui sont aujourd'hui dans les normes internationales, ou tout au moins dans les normes sous-régionales. C'est vrai que le ministère nous dise par des communiqués que toutes les dispositions sont prises du côté de la maison centrale. Il y a un centre de santé, il y a les médecins qualifiés. Mais s'il y a bien les médecins qualifiés, il y a le centre, il y a tout pour leur permettre d'être pris en charge. On n'a pas besoin d'être dans cet état de Fonike-Mengue aujourd'hui pour le faire balloter, parce que je peux le dire ainsi, pour le faire balloter de Ignace Dine, maison centrale, laboratoire et ainsi de suite, et qu'on s'interroge sur quelle a été la source de la fuite de la photo. Nous sommes dans un monde numérique. On ne peut pas, rien ne peut aujourd'hui se passer sous silence. La censure est finie. La censure est Les finie. pouvoirs publics n'ont plus le contrôle de l'information. La photo sur laquelle il était dans le fauteuil, là, n'importe qui pouvait le prendre. N'importe qui, parce que ça, il y avait des visiteurs, des malades. Non, c'est parce que c'est Fonike-Mengue. C'est parce que c'est Fonike-Mengue. Lorsque vous arrivez avec votre malade à Ignace Dine, il faut ouvrir cette petite fenêtre. Vous arrivez avec votre malade à Ignace Dine. Lorsque votre malade ne peut pas marcher, pour prendre votre malade de la voiture, par exemple, pour la salle dans laquelle votre malade doit être admis, les chariots là, il faut payer. Il faut payer. Il faut payer. Ceux qui sont là-bas, les techniciens de surface qui sont là-bas, il faut payer pour qu'on vous envoie un chariot pour que votre malade soit admis dans une salle. Et nous apprenons même, parfois, pour ne pas vous couper, qu'il paraîtrait c'est le médecin même, le cardiologue, qui aurait payé le fauteuil roulant pour qu'on le déplace. Non, tout est payant à Ignace Dine. Vous arrivez, vous n'avez pas d'argent pour prendre votre malade de la voiture dans la salle ou même du dos pour la salle, vous ne pouvez pas aller. Alors aujourd'hui, le cas Fonike-Mengue, comme d'autres d'ailleurs dont les signes n'ont pas encore atteint le niveau de celui de Fonike-Mengue, il faut se dire qu'à la maison centrale, il y a beaucoup à faire. Il y a aujourd'hui du travail à faire pour permettre aux prisonniers, parce qu'ils n'y viennent pas pour mourir quand même. Ils y viennent pour attendre un jour, le jour de leur libération après le procès. Mais lorsqu'ils doivent mourir avant le procès ou ils doivent mourir avant la fin de leur peine, ça veut dire que c'est sciemment fait de les détenir là afin qu'ils meurent pour ne plus qu'ils constituent d'éléments encombrants dans la société, en tout cas aux yeux de certains. Moi, je me dis aujourd'hui, le président de la République, il a engagé une procédure de grâce pour les prisonniers. Il faut aujourd'hui qu'il accélère les choses. Il ne faut pas qu'il attende forcément que les gens écrivent des lettres pour demander pardon. C'est lui le père de la nation. Ça, on le dit et on le dit à tout moment. Il faut qu'il se mette dans cette position aujourd'hui de père de la nation, comprendre que s'il y a à un moment donné, il estime qu'un certain nombre de ses enfants, on le dit ainsi, ont fauté, il faut penser à ses enfants, aux familles qu'ils ont laissées derrière. Parce que Fonike-Mengue a une famille derrière. Etienne Soropogui a une famille derrière. Ismaël Condé, ils ont tous des enfants derrière. Ils ont tous des charges. Les amis peuvent aider. Les amis peuvent parfois vous soulager, mais ce n'est que de courte durée. Il faut aujourd'hui penser à ces prisonniers. Il faut encore aller plus loin, les gracier pour qu'ils sortent de cette situation de dèche. Si le président de la République faisait simplement son travail et laissait les autres faire leur travail, l'administration fonctionnait, s'il y a un Guinéen qui est accusé de quelque chose, que la justice fonctionne, que la personne soit jugée, si elle est reconnue coupable, qu'elle purge sa peine, et cela dans les normes requises. Non, excuse-moi, c'est bien beau qu'on le veuille ainsi. C'est bien beau qu'on le veuille ainsi. Moi, je n'ai vraiment pas envie qu'on se retrouve dans une situation où on va se chacun plier de nous à le quatre dit. chaque fois. Non, il faut le faire. Il faut le faire aujourd'hui. Il faut aller dans ce sens aujourd'hui. En réalité, parce que si aujourd'hui le pire arrive à Fonike-Mengue, si le pire lui arrive aujourd'hui, et tout ce dont il est accusé jusque-là, les preuves tangibles ne sont pas encore brandies. On les condamne, ils sont tous condamnés. Les preuves tangibles ne sont pas encore brandies. Je comprends cette réflexion humaine que tu veux, mais après, dans un pays, tout ce qu'on demande, c'est qu'on respecte les lois. C'est la justice qui n'a pas fonctionné. C'est la justice qui n'a pas fonctionné. En fait, ce qui se passe, ces images de Fonike-Mengue qui circulent sur la toile,
n'honore pas tout simplement l'image de notre pays, ça n'honore pas l'administration pénitentiaire, ça n'honore non plus pas le ministère de la Jeunesse. Il faut qu'à un moment donné qu'on sorte de la justice, je veux dire le ministère de la Justice, il faut qu'à un moment donné qu'on sorte de cette réactivité. Il faut qu'on soit dans l'anticipation. Or, oublions tout ce qui s'est passé, mais ce ne reste que ce qui s'est passé hier. On amène un malade dans un état aussi critique que ça et que l'administration ne puisse pas se bouger pour réunir les conditions qu'il faut pour permettre à ce monsieur-là d'être allaité afin qu'il puisse au moins, qu'on puisse s'occuper de sa santé. Bénéficier d'un traitement. D'un traitement. Et honnêtement, pourquoi le chef de l'État, au moment où il était en train de mettre ces détenus de l'UFDG, Ousmane Gawal, Chérif Ba, etc., en liberté conditionnelle, pourquoi au même moment, il n'a pas songé mettre également Fonike Mengue dans la même situation? On sait que Fonike Mengue, même pour son premier jugement, son premier procès, pour qu'il ait ce procès-là, il a fallu faire une grève de faim. Ce qui était c'est-à-dire son droit le plus absolu, mais pour cela, il faut faire une grève de faim. Et vu la fragilité de sa santé, et vu le fait que dans l'administration pénitentiaire, on n'a pas une structure sanitaire au sein de cette administration qui a les conditions, les moyens qu'il faut ou les ressources qu'il faut pour prendre en charge nos prisonniers quand on arrive là-bas, pour ne pas que le pire arrive, ce qu'on ne souhaite pas, et pour ne pas dire encore une fois que les organisations des droits de défense, etc., sont en train aujourd'hui de pointer le pays du doigt ou que tout est politique, etc. Avant qu'on en arrive là, il faut aujourd'hui qu'on se réveille. Il faut aujourd'hui que le président de la République se réimplique. Parce qu'en réalité, on est arrivé à un point où c'est la normale qui devient normale dans notre pays. Sinon, en temps normal, on ne doit pas tout simplement demander ces choses au président de la République si les choses fonctionnaient normalement. Comme pour dire encore une fois que toutes les réformes qui ont été menées au sein de cette justice-là n'ont pas marché et ne pourront marcher que lorsqu'on restera cette justice avoir l'indépendance et l'autonomie qu'il faut. Et l'une des façons, encore une fois, pour honorer notre pays, surtout à l'image de la sous-région, il est important qu'on favorise ce dialogue, qu'on favorise cet apaisement en libérant quelque part ces prisonniers politiques. Jacques Lewaleno. Bon, cette image que nous avons vue hier, c'est l'image d'un activiste de la société civile, c'est l'image d'un opposant à la candidature du président Alpha Condé, donc modification de la Constitution, ensuite candidature du président pour un 3e mandat. Donc c'est l'image d'un opposant. Et le président de la République et tout le système qui l'accompagne ont quand même aidé tout le monde à comprendre qu'il ne s'agit pas en réalité d'un sujet, disons, qui relèverait de l'ordre du judiciaire, tout simplement. Parce qu'on a pu voir les accusations graves qui pesaient sur ceux qui viennent d'être libérés ne pèsent pas sur Fonike Mengue. Fonike Mengue avait été relâché d'abord dans un premier temps, après il a été repris encore en pleine circulation pour être mis là où il est. Maintenant, on a l'espoir qu'après la prison, toutes ces personnes-là puissent changer, n'est-ce pas, d'attitude. Il faut déjà évaluer ce qu'on a pu obtenir avec les 4 de l'UFDG qui viennent d'être libérés. J'ai écouté leur discours. Ce sont en tout cas des cadres qui veulent continuer à se battre au sein de l'opposition. Parce que, peut-être plus de précision, peut-être parce qu'on dit souvent de Fonike Mengue, c'est qu'il fait partie de ceux-là qui refusent de demander pardon ou autre au président. Oui, il n'est pas seul. Il y a également Étienne Soropogui qui, après la lettre de... Ceux de l'UFDG, Ousmane Gawal et compagnie qui ont été libérés, selon les informations, ils n'ont pas eu besoin de demander pardon. Oui, attention, ils n'ont pas eu besoin de demander pardon. Ils avaient écrit une lettre dans laquelle ils s'étaient dit favorables, n'est-ce pas, au dialogue. Et ça a créé toute la polémique que ça a créé. Mais après, on est arrivé à cette libération finalement. Je crois qu'aujourd'hui, le pouvoir lui-même n'a plus aucun argument à présenter à la face du monde. Au départ, on pouvait bien comprendre, non, je ne me mêle pas, c'est la justice qui fait son travail. On sait très bien que ce n'est pas la justice qui fait son travail. Si la justice faisait très bien son travail, Fonike Mengue, à mon avis, serait déjà au dehors. Étienne Soropogui et les autres qui continuent de croupir en prison auraient été déjà présentés à un juge et puis leur procès aurait été organisé et puis on saurait si ils sont coupables de ce qu'on leur reproche. Moi, je crois qu'il faut sortir de cette situation et il faut tout simplement revenir à la normale, libérer toutes les personnes qui sont détenues en prison, que ce soit les Étienne Soropogui, les Condé, Fonike Mengue et les anonymes qui croupissent en prison.
Bogola, d'ailleurs, qui vient d'atterrir. Il n'y a plus rien à chercher. Oui. Qui a aussi les mêmes problèmes. Parce que politiquement, je ne sais santé. plus ce que le pouvoir cherche. C'est fini, il a son 3e mandat, c'est pour 6 ans. Même Selou, le véritable opposant, il ne le dira pas, mais il est d'accord avec que pour les 6 prochaines années, c'est Alpha Condé le président. Et ces opposants aujourd'hui ne représentent aucune menace, à mon avis, pour la gouvernance actuelle. Il va falloir décider de leur libération et puis on repart sur de nouvelles bases. Moi, je ne veux pas entrer dans une analyse de ce qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Le pouvoir lui-même a donné raison à ces détenus aujourd'hui et qu'ils sont détenus pour des raisons purement politiques. Donc, il ne faut plus continuer à attendre que la justice organise les procès pour savoir qui est coupable et qui ne l'est pas. L'autre chose, par rapport à tout ce que tu, Djiba, a raconté, qui est assez intéressant en termes d'information. Vous savez, au service de cardiologie, tout ce qui est public, c'est le traitement. Si vous avez besoin de laboratoire, vous êtes obligé de vous référer, n'est-ce pas, au privé. Vous voyez combien de fois nous sommes dans les difficultés. Au sein même de l'hôpital, vous avez un labo, mais qui est privé, qui fait donc des prestations payantes au niveau, n'est-ce pas, de l'hôpital. Donc, évidemment, lorsque l'argent n'est pas payé, il va de soi que la prise en charge ne sera pas là. Si l'hôpital avait tous ses moyens, l'hôpital avait son laboratoire efficace, en tout cas ce service de cardiologie avait son laboratoire à disposition, qui est pris en charge par le gouvernement guinéen, je crois on pouvait tout simplement passer les malades et puis après demander le règlement soit par le trésor pour le cas des prisonniers ou par des personnes privées pour ceux qui viennent librement. Ces difficultés-là sont là, on y fait par face et puis on veut continuer à entretenir, n'est-ce pas, la crise sur le plan politique. Ça n'a pas de sens. Alphonse Marin. Moi, hier, quand j'ai vu les images de Fonike, j'étais triste. Pas triste parce que Fonike est malade, mais triste parce que ce n'est pas un premier cas. Roger Bamba, paix à son âme, est décédé en détention. Je ne sais pas si le régime a envie d'avoir un second Roger Bamba. Parce que les conditions de décès de Roger Bamba, jusqu'à présent, restent non élucidées. Et malheureusement pour eux, Fonike Mengue, on ne lui souhaite pas le pire, mais si ça arrive, personne ne dira qu'il n'était pas au courant. Comment quelqu'un pour qui des médecins ont recommandé une hospitalisation, vous le retournez en prison? Fonike pourrait fuir à quel moment entre la garde pénitentiaire, entre le laboratoire ou les hôpitaux? À quel moment pourrait-il fuir? Et pour aller où? Donc aujourd'hui, mon interpellation, c'est au ministère de la Justice, au ministre de la Justice. Je le dis chaque fois ici, mais apparemment, on n'a pas encore pris conscience. La justice guinéenne est indépendante. Elle refuse de prendre son indépendance. Un acteur du monde judiciaire l'a dit récemment dans les médias. Il dit que l'indépendance de la justice dépend du courage qu'ils mettent. Sinon, ce n'est plus les conditions. Ils ont un statut particulier, on leur a fait tout ce qui est condition. Mais vous savez que pour que le ministre de la Justice aussi accepte que vous soyez alité dans un CHU, il a une personne à qui il demande. Et c'est bien là, non. Voilà. Il n'a pas besoin de l'autorisation du président. Il ne peut pas prendre une décision de lui-même, parce que moi, j'aurais même appris que tous ceux qui sont venus à l'hôpital là-bas, le ministre d'abord prend conseil. Il prend conseil auprès du président. Et c'est ce qui est dangereux. Voilà, il ne peut pas prendre une décision. On connaît ce pays, vous ne pouvez pas le faire. Si vous le faites, soit c'est votre poste ou vous partez. Pourtant, c'est un truc banal. Et normalement, on aurait pu s'inscrire dans cette dynamique. C'est le système. L'indépendance dont vous parlez, vous oubliez par endroit que nous sommes dans un régime présidentiel et très fort. Ouais. C'est vrai qu'on dise qu'il y a la séparation des pouvoirs, mais tous ces autres pouvoirs s'inclinent devant le pouvoir présidentiel. Le pouvoir moi, je crois que ce qu'Alphonse dit a du sens. À partir du moment où il y a un statut particulier. Un magistrat qui a un salaire de plus de 10 millions. 10 millions, oui. Mais pourquoi vous allez craindre une sanction administrative ou une sanction parce que en tout cas une sanction qui ne vous coupe pas votre salaire. C'est une question d'état d'esprit. Et c'est que cette sanction, elle n'intervient que quand il y a quand il y a une procédure. Et cette procédure, dans aucune procédure on peut vous condamner pour avoir permis à un malade de se faire soigner. Ça c'est même un cas d'assistance à personne en détresse. Donc aujourd'hui,
s'il arrive malheur à ces détenus, parce que Fonike n'est pas le seul malade. Il y a Bogola Haba qui vient d'aller en prison malgré son état de santé très détérioré. Donc, moi j'ai envie de me poser la question, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre avec Fonike? Fonike Mengue n'est pas poursuivi pour les mêmes chefs d'accusation que ceux qui viennent d'être mis en liberté pour raison médicale. Donc, pourquoi continuons-on à maintenir Fonike en prison? Fonike, on l'a condamné. Il y a sa sentence qui est là. Mais quand il est malade, on lui sort pour lui soigner. On ne détient pas quelqu'un qui est malade en prison. Quand vous détenez quelqu'un qui est malade en prison, vous lui refusez les soins, ça c'est un crime. Là, c'est vous qui perpétrez un crime contre la personne. Et aujourd'hui, le ministère de la Justice, tous ces hommes du roi judiciaire à Guinée sont en train de contribuer peu à peu à retirer la confiance des Guinéens en ce métier. Si ce n'est bientôt, des familles vont même interdire à leurs enfants de pratiquer ces métiers-là parce que ce n'est pas des métiers de consciencieux. Aujourd'hui, ça l'est. Non, c'est ce que les familles, c'est ce qu'on nous inculque, c'est ce qu'on nous prouve. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Fonike doit retourner à l'hôpital pour se faire soigner. Et Fonike n'a plus besoin de retourner en prison. On peut lui mettre sous contrôle judiciaire. Il reste à domicile, il se soigne, il reprend sa vie, il se présente au procureur chaque lundi ou chaque jeudi. C'est possible, c'est des procédures qui existent dans les formalités. Surtout quand vous savez qu'au sein de la prison ou même dans les hôpitaux, vous ne disposez pas de moyens pour regarder. Vous dire le malheur. Les hôpitaux publics n'ont pas de laboratoire. En prison, on va quand même. Justement, une seconde. D'abord, quand ils l'ont arrêté, c'était en fait pour attroupement illégal. Sur une moto. Voilà, sur une moto. Hein. Et le procureur à l'époque, à Mafako, avait demandé 1 an de prison, qui est l'appel maximal pour ces genres de délits. La juge du siège a donné 11 mois. Et quand le procureur a fait appel, cette fois-ci, le procureur a proposé 2 ans pour attroupement illégal, même si les faits ont été requalifiés encore. Le juge du siège a donné 3 ans. Mais c'est la troisième année, l'année qui a suivi, ouais. L'année en addition, c'était pour outrage à magistrat. À magistrat, vous comprenez? Ce que je veux dire, il y a une personne qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai, Étienne Soropogui, parce qu'il je suis sûr qu'il se sent seul, qu'il se sent abandonné. Il faut que l'opposition, dans son entièreté, ils ont pris la parole ici pour dire Ousmane Gawal... Ils l'ont fait pour tous les détenus. Pour tous les détenus. Je suis d'accord, mais il faut prendre la parole pour ceux qui sont là-bas. Ils se sentent abandonnés, il faut qu'ils montent au créneau pour attirer l'attention des pouvoirs publics. Est-ce qu'ils ont une autre... Non, il faut le faire parce qu'à cette allure... Je comprends Djiba, c'est-à-dire avec ce lot de libérer. De libérer, voilà. Il ne faudrait pas se dire que oui, il ne faudrait pas se dire... Il y a une rencontre là. Moi j'ai écouté Dalin quand même. Oui, Dalin, il le fait. Je dis l'opposition dans son entièreté. Il faut continuer. Voilà, il faut préciser. C'est vrai, il l'a fait lui, mais l'opposition dans son entièreté, il faut continuer à le faire parce que ces personnes-là, un prisonnier, pour qu'il tienne, c'est quand il se dit moralement que ceux qui sont dehors le soutiennent. Que devient Abdourahmane Sano? En 30 secondes, ce que j'ai envie de dire, quand moi j'observe, j'ai l'impression que ceux qui sont autour ou dans les rouages du pouvoir veulent tellement aider le président dans sa vision entre guillemets qu'ils ne comprennent même pas, qu'ils lui créent des difficultés. Et moi j'ose espérer. Peut-être que le président laisse le monde lui créer des problèmes. Parce que après, moi je me dis que lorsqu'on veut bien faire les choses, il est important de permettre aux gens de nous dire la vérité. Vous ne pouvez pas être le leader et demander à ce que les gens vous applaudissent tout le temps. Après, vous créer autour de vous des gens qui vous applaudissent mais qui ne vous diront jamais ce qui est. Non, mais et ce sont ces par rapport à ces arrestations, le président, c'est son discours qui le trahit. Parce que même à Bokeh, quand il est allé inaugurer ce chemin de fer, et celui qui la maison centrale. Voilà, c'est la maison centrale, c'est lui qui fait la maison centrale. Mais quand vous êtes quand même j'ai envie de terminer. Je dis ça, le meilleur roi, c'est celui-là qui permet à ses conseillers de le conseiller. Je suis d'accord. Il faut avoir cette humilité d'accepter les conseils. Mais moi, j'ose espérer, encore une fois, que le président de la République, tout comme il a fait avec les Chérif Ba, les Ousmane Gawal, etc., les cadres de l'UFDG, qui sera faire la même chose, et pour Fonike Mengue, et pour Étienne Soropogui, pour élargir ça. Une simple interrogation, 10 secondes. Que devient Abdourahmane Sano? Abdourahmane Sano, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas.
Mais il y a ces communiqués quand même du FNDC qu'on lit tout le temps. Ben, ce serait les gars sont à distance. C'est un général qui a déposé les armes. Espérons que non. Alors Jacques, on y va avec cet autre sujet, l'actualité autour de la Côte d'Ivoire avec ces ténors, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, qui ont eu une rencontre qu'on peut qualifier de très très chaleureuse hier. Après, chacun y va de son commentaire. Oui, et moi j'ai 2 commentaires là-dessus. Le premier, c'est je veux être, si vous voulez, je veux apprécier ce qui s'est passé parce que leur mésentente détermine les mésententes en Côte d'Ivoire. Leur entente peut aussi déterminer, si vous voulez, une certaine cohésion sociale. Et ce pays a traversé des moments assez difficiles, une dizaine d'années de crise, mais la toute dernière a effrayé l'humanité avec plus de 3000 morts officiellement. Je crois que c'était le comble de, si vous voulez, de la bêtise politique dans ce pays. Si finalement, du côté de la justice internationale, on a établi qu'il n'y a pas d'éléments probants pour faire condamner Laurent Gbagbo, qui était perçu comme le véritable responsable des crimes commis pendant la crise post-électorale. Et il est évident, il est normal que Alassane Ouattara comprenne qu'il a échoué donc dans sa démarche et de faire la paix avec son opposant. Ça, c'est le côté positif de la chose. Et peut-être, puisqu'ils l'ont promis, j'ai écouté leurs interventions, tous les deux de continuer à discuter. Et au-delà, parce que Gbagbo a demandé à ce que tous les prisonniers politiques à l'interne et à l'étranger soient libérés, que les discussions puissent continuer pour engager, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire sur la voie de la réconciliation. Je crois que Ouattara s'est inscrit dans la même dynamique. Il a promis de continuer à discuter. Je crois que ça, c'est le côté positif de la chose. Maintenant, ce que j'aime dire, et ça c'est une interpellation pour ces jeunes qui se battent en Afrique, parfois de manière inintelligente, peuvent donner leur vie pour les leaders politiques, espérant qu'un jour ils vont gagner quelque chose. Vous n'y gagnerez rien, chers camarades jeunes, parce que si vous vous battez et puis vous vous donnez la mort, les mêmes vont se retrouver, parce qu'il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de perdant. Il y a juste quelqu'un qui a géré le pouvoir et qui se retrouve dans l'opposition, et quelqu'un qui était dans l'opposition qui est revenu au pouvoir. Mais il se partage les intérêts de ce pays, parce que vous imaginez, Gbagbo a toujours ses hommes avec Ouattara, qu'on le veuille ou pas. Ils continuent de gérer le pays ensemble de toutes les façons. Les dernières législatives sont... Quand a participé, et il a obtenu les députés qui continuent, n'est-ce pas, à siéger. Son fils est député d'une des plus grandes communes d'Abidjan. Donc il faut bien imaginer que ces personnes ne perdent absolument rien. Ils ne perdent absolument rien. C'est des gens suffisamment riches qui ont des moyens, qui ont des villas, qui peuvent voyager, qui peuvent se soigner. Qui ont des garanties après le pouvoir aussi. Qui ont des garanties après le pouvoir. Si vous donnez la mort parce qu'il y a quelqu'un qui se plaint qu'il a perdu des élections et puis vous descendez dans la rue, on vous tue. Et puis vous attendez une justice. J'ai entendu ça ici en Guinée. Bon, un jour, la justice va faire la lumière sur ça. Il n'y a aucune justice. Même si elle était indépendante, même si elle était responsable, comme celle des États-Unis, il n'y a aucune justice qui peut ramener une vie. Alors moi, c'est quand même une rencontre hier qu'on a vue entre le président Ado, Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo, qui est survenue, disons, 10 ans, quelque part 10 à 11 ans après. Leur dernière rencontre remonte en novembre 2010, où c'était sur un plateau de télé face à face, le débat télévisé, et depuis ça, c'est hier que ces deux se rencontrent. À voir même tel que ça s'est passé, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara qui commence à dire à Gbagbo comment tu te sens, comment tu te portes, et après ces petits sourires qu'on fait devant les gens, ils rentrent pour plus que des sourires, c'était des rires, des ricanements même. Oui, en fait c'est pour diminuer. En fait, franchement, c'est quelque part, c'est énervant. Au-delà de ça, ces gens se rencontrent pour 30 minutes, ressortent, font des belles photos, on se rencontre une prochaine fois. Et dans tout cela, qu'en est-il des 3000
morts, de 3000 victimes lors de ces violences post-électorales. La justice a dédouané Gbagbo quand même. Non, si c'est pas Gbagbo, qui est responsable de ça? Mais hier, est-ce que dans les échanges, la seule chose qui sort de leurs échanges, il faut libérer les prisonniers, les autres prisonniers? Et peut-être ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a eu ce travail de la commission d'enquête nationale qui a été mise en place après l'investiture de Ouattara et qui a estimé que le nombre de morts total est à 3248 avec 1452 morts imputés au camp Gbagbo et 727 au camp Ouattara et puis 1000 et quelques qui n'ont pas été attribués parce que il y avait des soucis. Comme pour dire encore une fois que la responsabilité, elle est partagée. Mais encore faut-il, l'avantage décalé d'une telle rencontre peut envoyer tous ces leaders qui sont à l'extérieur ou même à l'intérieur, qui n'arrivent pas à se mouvoir politiquement ou à venir sur le sol ivoirien, le fait d'accepter que ces gens la rendent, qu'on libère ces prisonniers qui sont de ce côté-là, et que vu que ces gens sont les leaders, les personnes qui sont écoutées par cette population, ces gens, quand ils parlent à la population, ça peut inviter les gens vers cette union nationale. Ok, Djiba. Oui, c'est vrai, c'était quand même un événement qui a fait l'objet de toutes les attentions, ici en Afrique, mais aussi sur le plan international. Ces deux titans de la scène politique qui se rencontrent depuis 30 ans et défraient la chronique en Côte d'Ivoire. Donc, une telle rencontre, pour ceux qui s'identifient à Gbagbo, mais aussi à Alassane Dramane Ouattara, c'est un signal fort. Mais il ne faut pas crier victoire parce que cette rencontre, quand même, ne vient pas effacer. Signal fort pour les militants. Les militants, parce qu'il faut réduire. Maintenant, il ne faudrait pas quand même crier victoire parce que cette rencontre ne vient pas effacer cette divergence d'opinion entre les deux hommes. Chacun a ses ambitions, parce qu'on prête aujourd'hui à Alassane Dramane Ouattara de limiter l'âge pour la candidature à 75 ans, sachant que lui déjà aujourd'hui il a 69 ans, et 79 ans officiellement, et que Gbagbo a 76 ans. Donc ça veut dire que ce qu'on lui prête, s'il arrive à appliquer cette limitation d'âge à 75 ans pour la magistrature suprême, ça veut dire que et lui et Gbagbo sont éliminés de facto. Et Bédier sont éliminés de facto. Alors, le faire, ça risque d'être, disons, une autre source de tension. On ne souhaite pas de conflit entre les deux camps. Donc, pour le moment, le feu continue à couver sous les cendres. Moi, j'ai écouté Issa Kadiabi, le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, qui disait qu'il ne faut pas réduire la réconciliation à la rencontre entre deux hommes. C'est vrai. C'est pas parce que ces deux hommes se sont rencontrés qu'on va prétendre à une réconciliation. Pour lui, la réconciliation, c'est la vérité, c'est la justice. 3000 morts, plus de 3000 morts, comme vous le dites. Qui est à l'origine de ces cas de tuerie? Parce que n'oubliez pas que Gbagbo, il est allé à la Cour pénale internationale. Sa femme a été condamnée dans le pays et certains de ses proches, parce qu'au moment des faits, il reste quand même le chef de file de l'opposition. Il l'a dit hier, ces personnes se recommandent de moi, ils sont en détention parce qu'ils sont battus pour mes idées, pour ma conviction. Donc, il faudrait penser à les libérer, même si vous avez le pouvoir discrétionnaire en tant que président. Il l'a dit hier, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que c'est une justice des vainqueurs qu'on a constatée en Côte d'Ivoire, malheureusement. Donc, il faudrait que, je pense qu'il faut que la justice ivoirienne, même si, comme en Guinée ou dans les autres pays africains, ont du mal à s'écarter un peu du poids de l'exécutif, parce qu'ils sont un peu embrigadés, il faudrait quand même qu'on puisse dire qui a tué ces 3200 personnes. Que les deux camps répondent, le camp Gbagbo, le camp Alassane Dramane Ouattara, une rencontre avec des salutations, disons des ricanements, des embrassades, des accolades, ça ne suffit pas. Je pense que c'est une communication politique pour les photos, pour l'écran, mais il faudrait aller au-delà de ça. Il y a eu des tonnes de morts. Et n'oubliez pas qu'aussi il y a un dossier, c'est l'affaire de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, parce que Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison. On aurait appris que le gouvernement... Avec toute cette joie... On peut aller... Mais ça peut être quand même un objet de chantage. Les politiques, ils sont parce forts que si aujourd'hui ils commencent à piétiner Alassane Dramane Ouattara, il y aura plus de moins de la place, à prendre de la place dans la scène politique... Ouattara n'a aucun intérêt à avoir Gbagbo qui est libre en train de se battre. On peut brandir cela, n'oubliez pas, pour dire attention, il y a une condamnation. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'il ne faut pas crier victoire. C'est deux hommes qui se rencontrent, et bien c'est fraternel. Mais attention, la Côte d'Ivoire, je pense que la question elle est vraiment structurelle. Les politiques c'est une guerre d'intérêt.
C'est une guerre d'intérêt. Sur des questions qui les oui, c'est une guerre d'intérêt, hein, je vous le concède. Je veux bien te poser cette question. Oui. J'ai l'impression qu'après, c'est à l'extérieur qu'on s'émeut le plus de tout ce qui se passe, mais que les Ivoiriens sont peut-être prêts à un sacrifice pour tourner la page. Est-ce que vous faites le même constat? Effectivement, mon intervention venait dans ce sens. Aujourd'hui, quand Djiba dit qu'il faut pas encore crier victoire, la victoire, elle est criée. Elle est obtenue. Les deux ont dit hier qu'il faut tourner la page. Tourner la page, c'est d'oublier les plus de 3000 morts. C'est d'oublier de chercher les coupables. C'est d'oublier la justice. C'est d'aller sur une nouvelle base. Je crois que c'est un message que cela renvoie à la jeunesse africaine aujourd'hui. Celle qui pense que ma vie, ou d'ailleurs ma vie est plus que ma voix, ou est moins que ma voix. Ma vie est moins que ma voix. Aller voter pour quelqu'un me semble pas grand-chose. Nous parlons d'ailleurs de la même chose, hein, parce que moi je me dis que vous rencontrez ces deux hommes qui se rencontrent. Mais il ne faudrait pas qu'on se limite là. Oui, après, quel est le signal qu'on renvoie sur ça qu'on ne se comprend pas. Je ne crois pas qu'on parle de la même chose. Votre problème aujourd'hui, qu'il faut la justice. Cette justice, elle a été tranchée. Tournons la page. Tournons la page. Ceux qui sont morts, oublions-les. Allons sur le nouvel âge. Ça, c'est un discours, disons, de politique. Mais normalement, le bon sens voudrait quand même que ceux qui ont cet état d'esprit-là, Djiba, si tu me permets, à travers un langage politique, c'est pas ça. on efface de revers de la main 3000 et quelques morts, on dise ça c'est dans le passé. Djiba, je pense que c'est un processus. Tu penses que le bon sens dont tu parles, c'est aujourd'hui, il doit intervenir? Il devait intervenir depuis 2010. Est-ce qu'il est intervenu? Il y a eu la victoire, il y a eu la justice des vainqueurs et la justice des vaincus. Aujourd'hui, ce sont ces deux catégories de justice qui sont en jeu. Pour dire que la justice, le bon sens doit amener à cela, si le bon sens devait amener à cela, il n'y aurait pas de rencontre aujourd'hui entre les deux. On chercherait plutôt les coupables de ces différents morts. Mais ce que je voulais dire, c'est un message qui est envoyé à la jeunesse africaine. J'ai visualisé une vidéo de Ambak, Ahmed Bakayoko, hier. Il a dit en 2020, lorsqu'il a été reçu dans une ville de la Côte d'Ivoire, il a envoyé ce message à la jeunesse. Il dit qu'il faut que vous compreniez que lorsque ça ne va pas, lorsque nous voulons trouver des compromis, on ne vous invite pas. Mais lorsque nous voulons défendre un autre petit intérêt, on vous invite, vous sacrifiez votre vie. Il a exprimé en ces termes lorsqu'il s'agit des... on est d'accord. Il a exprimé en ces termes lorsqu'il s'agit des accords, on ne vous invite pas. On ne vous empêche pas. Lorsqu'il s'agit des désaccords, on vous invite. On vous invite, on vous met dans la rue. Sur ce principe, on est d'accord. On vous met dans la rue. Africaine, c'est ça. Non, il faut que cela cesse aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup d'exemples qui doivent, et le plus éloquent, qui doit le plus retenir les attentions aujourd'hui de la jeunesse africaine, c'est cet exemple de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont morts seront morts pour rien. Ceux qui sont appauvris, ceux qui ont été blessés, ceux qui ont tout perdu, l'auront perdu pour rien. Aujourd'hui, il faut qu'on pense à faire cette politique autrement. Qu'on ne donne pas la vie, donnons la voix. Qu'on ne se sacrifie pas, pour des gens qui un autre jour vont se retrouver en Guinée. On a vu, malgré les différentes morts, les différentes personnes tuées dans les différentes manifestations, d'un claquement de doigts d'Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo s'est retrouvé à Séroutouré. Et à un claquement de doigts aujourd'hui, tout peut aller encore comme si rien ne s'était passé. Alors c'est vrai que depuis que ces photos sont sur les toiles, beaucoup blâment justement la jeunesse africaine. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir une autre lecture, par justement, exemple? C'est ça, c'est là le problème. Permettez que je pose ma question. Voilà. Qu'on ait une autre lecture. Au lieu de s'en prendre à ces jeunes, parce que on ne s'en prend pas aux jeunes. C'est une façon de parler. Voilà. On dit souvent jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes. Il y a des vieux, il y a des femmes. C'est le peuple. C'est le peuple. Et ça part souvent d'un mécontentement, d'une situation. Est-ce qu'il n'est pas temps d'inviter ces politiques, ces gens qui disent nous représenter, qui passent des années à nous vendre des illusions, de se ranger,
d'avoir pitié de ce peuple et d'arrêter, parce qu'en fait, la masse populaire est difficile à contrôler. C'est à ces leaders peut-être d'avoir de belles alternatives, de poser des actes qui ne nous amènent pas vers de telles choses. Maf, l'Afrique a mal élaboré ou mal entamé la politique, surtout avec ce mouvement de démocratisation sauvage, parce qu'on a démocratisé l'Afrique sans qu'elle ne soit préparée à ça. Ce multipartisme a apporté quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, surtout dans la sous-région? Les leaders fondent leur leadership sur une base communautaire. Ce qui est en Côte d'Ivoire, nord-10 sur 10, un peu et centriste avec ceux qui accompagnent. Et même en Guinée, aujourd'hui, nos plus grands leaders appartiennent aux 2 plus grandes communautés. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est plus facile de manipuler 10 personnes qu'un seul individu. Et c'est plus facile de manipuler 100 personnes que 10 autres personnes. Plus le monde, le groupe est réduit, moins il est manipulable. Et le peuple, quand il est là, quand il se mobilise pour un individu, le discours de cette personne oriente, est pris comme la volonté du peuple. Quand un opposant se met en face du peuple, il commence à dénoncer vos situations. Vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas tel, vous n'avez pas tel. Et à la fin, il revient à dire que pour ce faire, il faut passer par lui. Et sa communauté a besoin de lui. Et il va jusqu'à dire que si on ne me permet pas de le faire, attaquez, entretuez-vous, faites ceci, faites cela. C'est de l'irresponsabilité. Un exemple simple. En Guinée, les gens l'ont certainement oublié, mais l'affaire Diarra. Après l'affaire Diarra, le professeur Alpha Condé s'est positionné comme le sauveur de la communauté malinké. L'homme Fatara de Lansana Conté a été l'argument qui a fondé le leadership d'Alpha Condé. Alpha Condé n'est pas devenu leader pour toutes ces luttes qu'il a menées, non. Il est devenu leader à la source d'une Fatara de Lansana Conté. Parce que ceci a causé tort à la communauté d'Iré. Il s'est positionné comme celui qui devait venir sauver la communauté. Le Messie. La même chose que... C'était très stratégique. C'est ça. La même chose pour Cellou Dalein aujourd'hui. Souvent quand je regarde la politique de Cellou Dalein, il marche sur les pas d'Alpha Condé. Aujourd'hui, Cellou Dalein se positionne comme le leader de cette communauté, méprisée, cette communauté brimée. Il vient sauver l'honneur de cette communauté. Et ces manipulations-là, ces politiques les préparent suffisamment bien. Ils sont assez informés sur ce que la population pourrait ressentir comme frustration ou ce que la population ressent déjà. Aujourd'hui, il faut que ces politiques arrêtent avec la arrêtent de manipuler les masses. Non, mais parce que les politiques n'arrêteront pas de manipuler. Non, c'est à la jeunesse de prendre conscience. Non, Jacques, il n'y a pas que la jeunesse. Le problème, c'est simple. On va s'écouter. Parce que ce que tu as expliqué, lorsqu'on a demandé, qu'on a dit à un peuple, vous êtes pauvre, c'est parce que le pouvoir qui est en place ne vous regarde pas, votez pour moi. Jusque-là, c'est bon. Mais si je ne suis pas élu, sortez, entretuez-vous. Je crois que je peux me dire non, c'est pas ce que je dois faire. Mais là, Jacques, moi, je vote. Attention. Si vous n'êtes pas élu, et puis on peut continuer. Non, Jacques, c'est trop facile parce que justement, ça ne se limite pas là. Officiellement, c'est ce qu'on dit, mais officieusement, c'est de dire en bas, écoutez, c'est parce qu'on me refuse, parce que je suis. C'est parce qu'on est de telle ethnie. Regardez les Hutus et les Tutsis. Il faut bien le comprendre que ça ne marche pas. Il faut pouvoir s'opposer à ce discours. Pardon, c'est une masse populaire qui a du mal à comprendre cela. Parce qu'il y a des gens qui ont cette capacité de ne rien comprendre et d'aller dans le mur. Justement, c'est pourquoi on demande cette responsabilité quand même à un moment donné aux leaders politiques de tous les bords. Le problème, ce n'est même pas l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, ça fait partie. Ça fait partie. Vous m'avez pas compris. Vous m'avez pas compris. Vous m'avez pas compris. Sociologiquement, le problème, ce n'est pas l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est un jugement de valeur. Ça peut être entre un homme et une femme. Quand vous êtes différent de moi, je vous juge. Ça ne doit pas être un problème. C'est juste un jugement de valeur. Vous rentrez tout de suite dans une salle. En France, là-bas, vous trouvez tous ceux qui sont dans la salle sont blancs et vous trouvez un Africain derrière. Quand vous rentrez, l'instinct, vous dites, je vais aller m'asseoir à côté de lui parce que je m'identifie à lui. Le problème en Afrique, c'est l'ethnostratégie. Les gens, c'est l'ethnostratégie. C'est le fait de jouer sur la diversité communautaire, Lansana Conté l'avait dit. Il dit, on est dans un système politique qu'on ne maîtrise pas, économique. Si vous dites allez-y avec le multipartisme intégral, n'oubliez pas qu'on a des communautés. Il a proposé à l'époque qu'on a avec un bipartisme tempéré. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui et qui sont dans l'opposition, beaucoup n'ont pas compris, ils ont refusé systématiquement. Aujourd'hui, on est rattrapé par cela. Mais ce que moi je peux dire, la souveraineté appartient au peuple. On ne peut pas dire au peuple d'arrêter de se battre
parce que tout simplement, vous avez donné une voix. Votre voix, elle est sacrée. Lorsque vous dites que votre voix, elle est détournée, je suis d'accord que ça ne doit pas envoyer des cas de mort. Mais il faudrait que les leaders politiques soignent leur discours, qui cessent de jouer sur la fibre ethnique, et que les citoyens continuent à tenir en compte leur souveraineté. Merci, parce Djiba. que c'est eux qui délèguent leur pouvoir. Voilà, donc on est à la fin de cette première partie. On se retrouve dans une dizaine de minutes après la page publicitaire. On parlera formation et vous aurez surtout la parole pour vous prononcer sur cette prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. C'est Espace Expression sur Radio